Bonjour tout le monde, nous aborderons dans ce cours l'anatomie du côlon. On commence par la définition. Voilà le côlon. Donc le côlon est la partie du gros intestin comprise entre la valvule iliocécale et la jonction recto-sigmoïdienne. Le côlon fait suite au jéjuno-ilion au niveau de la valvule iliocécale, ilio par rapport à l'ilion et cécale par rapport au cécum qui est la partie initiale du côlon. Le côlon se continue par le rectum qui est la partie terminale du tube digestif. Au niveau de la jonction, donc le côlon se continue par le rectum au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne, recto par rapport au rectum et sigmoïdienne par rapport au côlon sigmoïde qui est le segment terminal du côlon. L'anatomie descriptive, on commence par la division. Le côlon est disposé en cadre dans la cavité abdominale. Il est formé par plusieurs segments. Donc, il comporte plusieurs segments qui diffèrent par leur situation, leur configuration, fixité, rapport et leur vascularisation. C'est-à-dire, les segments du côlon n'ont pas la même situation, n'ont pas la même configuration, les mêmes rapports et la même vascularisation. On a premièrement une division anatomique classique qui dit que le côlon est composé de 6 segments et 2 angles. Les segments, donc on a 1, le cécum, 2, le côlon ascendant, 3, le côlon transverse, 4, le côlon descendant, 5, le côlon iliaque et 6, le côlon pelvien ou côlon sigmoïde. Les angles, on a grand A, l'angle colique droit et grand B, l'angle colique gauche. Ça, c'est pour la division anatomique classique. On a une deuxième division, c'est la division vasculaire, c'est-à-dire par rapport à la vascularisation du côlon. Cette division considère 2 côlons, côlon droit et côlon gauche. Le côlon droit est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Il comprend le céco-appendice, cécum et appendice, le côlon ascendant, l'angle colique droit et les 2 tiers droits du côlon transverse. Donc ces segments sont vascularisés par l'artère mésentérique supérieure. Le côlon gauche est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Il comprend ce qui reste, donc le tiers gauche du côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant, le côlon iliaque et le côlon pelvien ou sigmoïde. La configuration interne, pour la configuration externe, le côlon se différencie du grêle par son diamètre qui est plus important. D'ailleurs, c'est le gros intestin. La présence de certains éléments, certains reliefs. On a des bandelettes longitudinales qui sont en nombre de 3. Elles sont appelées encore ténia. Donc, le nombre est de 3, sauf au niveau du côlon ilio-pelvien où il y a juste 2 bandelettes. Donc, on a 3 bandelettes dans tout le côlon, 1, 2 et l'autre, elle est de l'autre côté, la troisième elle est de l'autre côté. Et au niveau du côlon ilio-pelvien, on a juste 2 bandelettes ou 2 ténias. Le côlon présente aussi des bosselures ou des ostrations coliques, séparés par des sillons transversaux.
Et on a aussi des appendices épiploïques. Ce sont de petites formations graisseuses implantées le long des bandelettes longitudinales. Donc les appendices épiploïques sont implantés le long des ténias, comme vous voyez. Regardez, les appendices sont plus importantes au niveau de la partie terminale du côlon. La configuration interne, donc la colonoscopie permet de visualiser l'intérieur du côlon, le même principe que la fibroscopie œsogastro-duodénale, donc qui permet de visualiser l'intérieur du haut appareil digestif. La colonoscopie permet de visualiser l'intérieur du côlon, donc elle visualise la muqueuse colique, dont les reliefs correspondent au relief de la face externe du côlon. Voilà les reliefs ou les traces des reliefs qui existent sur la face externe du côlon. On a des saillies longitudinales qui correspondent aux bandelettes longitudinales. Regardez, cette saillie correspond à la bandelette longitudinale. On a aussi des replis séparant des dépressions, qui correspondent aux sillons transversaux qui séparent les bosselures. La trace des bosselures et des sillons transversaux en dedans sont ces replis et ces dépressions. On commence par le séquoappendice, donc on va décrire chaque segment à part. La définition, le séquoappendice est la partie initiale du côlon qui fait suite à l'intestin grêle. Il possède un prolongement atrophié qui est l'appendice vermiculaire. Le séquoappendice possède l'appendice vermiculaire. La situation, le sécom est situé dans la fosse iliaque droite, mais cette situation est variable. Le sécom peut être sus-hépatique, c'est-à-dire au-dessous du foie, sus-iliaque, au-dessus de l'os iliaque, pelvien, dans le pelvis. Voilà la situation normale du sécom dans la fosse iliaque droite. On a des variétés anatomiques où le sécom peut être sus-iliaque, il peut être sous-hépatique, au-dessous du foie, et on a une autre situation dans le pelvis, le sécom pelvien. Mais la situation la plus fréquente est au niveau de la fosse iliaque droite. L'appendice, il naît 3 cm au-dessous de la valvule iliocécale, la jonction de l'ilion avec le sécom. Regardez, l'appendice naît 3 cm au-dessous de la valvule iliocécale. Son siège est encore sujet à des variations. Donc, l'appendice peut avoir une position médiale descendante. C'est la situation la plus fréquente. Deuxième situation, on a médiale ascendante. Il peut être présécal, en avant du sécom, rétrosécal, en arrière du sécom, et sous-sécal. Voilà les situations de l'appendice.
mais la plus fréquente est celle-ci, la médiale descendante. Dans la position iliaque droite, le séquoappendice se projette sur la paroi abdominale antérieure selon des repères anatomiques importants pour l'examen clinique de l'appendice. Le point de McBurney. Le point de McBurney. Ce point est situé au milieu d'une ligne qui relie l'épine iliaque antéro-supérieure de l'os iliaque à l'ombilic. Donc, au milieu de cette ligne se projette l'orifice de l'appendice. Donc, en cas d'appendicite, qui est l'inflammation de l'appendice, le patient ressent une douleur à ce niveau-là. On l'appelle point de McBurney. La configuration externe, le sécom a la forme d'un sac avec une extrémité supérieure, une extrémité inférieure ou le fond, 4 faces antérieures, postérieures, médiales et latérales. Il est parcouru par les 3 bandelettes longitudinales, 1, 2, 3, les ténias, qui convergent vers la base de l'appendice. L'appendice est une formation lymphoïde, se forme d'un tube cylindrique flexueux. Il présente, c'est-à-dire qu'il présente des sinuosités. Il présente une base d'implantation sécale, un corps et une extrémité ou pointe de l'appendice. Les dimensions, pour le sécom, sa hauteur est de 8 à 10 cm, la largeur est de 6 à 8 cm. Pour l'appendice, la longueur elle est de 7 à 8 cm, le diamètre est de 4 à 8 mm. La configuration interne, c'est-à-dire l'intérieur du sécom, on a 2 orifices à l'intérieur du sécom. 2 orifices apparaissent à la face interne du sécom. Le premier orifice, c'est l'orifice iliocécal. Il a la forme d'une fente limitée par la valvule iliocécale ou la valvule de Bowen. Le deuxième orifice, c'est l'orifice de l'appendice, voilà, situé à 3 cm au-dessous du précédent, au-dessous de l'orifice iliocécal. Il est arrondi et parfois souligné par un repli muqueux, c'est la valvule de Gerlach. Le côlon ascendant, définition, est le segment du côlon étendu du sécom à l'angle colique droit. Sa situation, il est profondément situé dans la fosse lombaire droite, bien sûr. La configuration externe, il est cylindrique, long de 8 à 15 cm pour un calibre de 6 cm. Il présente 3 bandelettes longitudinales, les 3 ténias, et 7 à 8 bosselures. L'angle colique droit est le segment compris entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Sa situation, il est situé en avant du rein droit, au niveau du L1, la première vertèbre lombaire. La configuration externe, c'est habituellement un angle aigu, ouvert en bas, en avant et vers la ligne médiane. Le côlon transverse, c'est la partie du côlon comprise entre les 2 angles coliques droit et gauche. Il est grossièrement transversal, s'étendant d'un hypocondre à l'autre. Il s'étend de l'hypocondre droit à l'hypocondre gauche. Son méso, le méso du côlon transverse, barre
transversalement la cavité péritoniale qu'il divise en deux étages sus-mésocolique et sous-mésocolique. Donc le mésocolon transverse, le méso qui relie le colon transverse au péritoine pariétal postérieur, barre ou divise la cavité péritoniale en deux étages, sus-mésocolique en haut et sous-mésocolique en bas. Globalement, le colon transverse est oblique à gauche en haut et en arrière. Donc il est oblique à gauche, en haut et en arrière. L'extrémité gauche est plus haut située que la droite, bien sûr, et elle est plus profonde. Il mesure environ 50 cm de long. L'angle colique gauche est le segment compris entre le colon transverse et le colon descendant. Il est fixe et profond, haut situé dans l'hypocondre gauche, au niveau du T11, la 11e vertèbre thoracique ou la 11e vertèbre dorsale. Il est plus haut situé par rapport à l'angle colique droit. C'est un angle aigu de 40 à 60 degrés, ouvert en bas, en avant et vers la ligne médiane. Le colon descendant est le segment du colon qui fait suite à l'angle colique droit, à l'angle colique gauche, et se termine à la hauteur de la crête iliaque. La crête iliaque ou le bord supérieur de l'os iliaque. Il est profond, donc il est profondément situé dans la fosse lombaire gauche que le colon ascendant. Donc le colon ascendant est situé dans la fosse lombaire droite, il est profond, mais le colon descendant, il est plus profond par rapport au colon ascendant. La configuration externe, on a 3 bandelettes, des bosselures et des sillons. Il mesure en moyenne 2 cm de long. Le calibre est de 4 à 5 cm. Il décroît progressivement de haut en bas. Donc le calibre, il est important dans les parties initiales du colon, puis il commence à décroître. Le colon iliaque, c'est la partie du colon compris entre la crête iliaque et la ligne arquée du détroit supérieur, la ligne arquée ou la ligne innominée du détroit supérieur. Il est situé dans la fosse iliaque gauche. Il mesure 10 à 15 cm de long. Ici, on a juste 2 bandelettes. Disparition progressive des bosselures et des sillons. Donc ici, on a juste 2 bandelettes ou 2 tignats et les bosselures commencent à disparaître. Les bosselures et les sillons transversants qui les séparent commencent à disparaître. Les franges épiploïques ou les appendices épiploïques sont plus nombreuses à ce niveau-là. Le colon pelvien ou sigmoïde, qui est la partie terminale du colon, c'est la portion terminale mobile du colon, intercalée entre le colon iliaque et le rectum. Voilà le colon sigmoïde ou le colon pelvien. Sa situation, il décrit une anse de longueur variable. Il est soit situé dans l'excavation pelvienne, comme son nom indique, le colon pelvien, lorsqu'il est de longueur moyenne ou court. Donc, lorsqu'on a un colon sigmoïde court ou de longueur moyenne, il est situé dans le pelvis. S'il est lent, il peut remonter jusqu'à la partie basse de l'abdomen. Voilà, donc on a 2 situations. Si le colon sigmoïde est court ou il est de longueur moyenne, il est situé dans le pelvis. S'il est lent, il peut remonter jusqu'à la partie inférieure ou la partie basse de l'abdomen.
La configuration externe, il a la forme d'une anse, comme vous voyez, mobile. Sa longueur est variable, il mesure en moyenne 40 cm de long. Son calibre est petit, entre 3 et 5 cm. Les rapports, on commence par les rapports péritoniaux. Donc avant de commencer, je vous récapitule les rapports péritoniaux du côlon. Donc concernant les rapports péritoniaux ou la péritonisation du côlon, le côlon possède deux parties, des parties libres et des parties fixes. Des parties libres, ça veut dire entièrement péritonisées et reliées à la paroi postérieure qui est représentée ici par le péritoine pariétal postérieur par un méso. Ça, c'est pour les parties libres. Et des parties fixes et accoulées, c'est-à-dire recouvertes par le péritoine pariétal postérieur et fixées à la paroi postérieure par un fascia d'accollement. Ils sont considérés comme des organes secondairement rétropéritoniaux fixés. Tout d'abord, je vous explique le mécanisme d'accollement sur ce schéma. Voilà une coupe horizontale chez le fœtus et chez l'adulte. Donc une coupe horizontale bien sûr de l'abdomen. Au début, pendant la vie intra-utérine ou la vie embryonnaire, comme vous voyez, tous les organes sont péritonisés et sont reliés à la paroi postérieure, reliés au péritoine pariétal postérieur par des mésos. Ici, on a le côlon ascendant, le côlon descendant, et ça, c'est l'intestin grêle. Donc, tous les organes sont péritonisés et reliés au péritoine pariétal postérieur par un méso. Au cours de l'évolution embryonnaire, certains organes, ou comme ici on a le cas du côlon, certains segments refoulent vers l'arrière. Donc certains segments refoulent vers l'arrière, leur méso s'efface, il s'accole à la paroi postérieure par des fascias. Le péritoine pariétal postérieur, celui-là, donc, se trouve donc en avant de ces segments et ils sont recouverts par le péritoine pariétal postérieur et ils deviennent alors des segments secondairement rétropéritoniaux fixés. Regardez, ça c'est un segment, par exemple le côlon ascendant, il était donc péritonisé et relié à la paroi postérieure par un méso. Au cours de l'évolution embryonnaire, il refoule vers l'arrière, le méso s'efface et l'organe, le méso s'efface, l'organe donc il refoule vers l'arrière et on a un fascia d'accollement. Le péritoine pariétal postérieur qui était en arrière, donc il se trouve en avant de l'organe et l'organe est considéré comme un organe rétropéritonial, secondairement rétropéritonial. Donc pour les rapports péritoniaux, pour les parties accolées, les parties fixes, on a le côlon ascendant, la partie droite du côlon transverse jusqu'au bord de D2. D2 ici, c'est la deuxième portion du duodénum. Donc le côlon ascendant, l'angle colique droit et la partie droite du côlon transverse jusqu'au bord de D2, jusqu'au bord de la deuxième portion du duodénum, sont accolés et fixés. L'accollement du côlon ascendant forme le fascia de Told droit. Ils sont accolés à la paroi postérieure par le fascia de Told droit. L'angle colique droit est le point le plus fixé de cette portion. Toujours pour le côlon droit, on a vu les parties fixées, accolées, les parties libres. Le séco-appendice, il est libre.
le sécom et l'appendice sont entièrement péritonisés, entièrement enveloppés par le péritoine viscéral et ils sont mobiles dans la cavité péritonienne. Regardez, ils sont entourés par le péritoine viscéral et reliés à la paroi postérieure par un méso qui contient les vaisseaux, bien sûr, le pédicule vasculonerveux. De nombreuses anomalies existent à ce niveau. Parfois, le sécom est fixe. Parfois, l'appendice est accolé sous la séreuse. Mais généralement, le séco-appendice est libre et péritonisé. Toujours pour les parties mobiles, on a le côlon transverse à gauche de D2, parce que pour le côlon droit, on a les 2/3 droits du côlon transverse font partie du côlon droit. Donc, à droite du D2, c'est fixe et accolé. À gauche du D2, le côlon transverse est entièrement péritonisé et mobile. Il est relié à la paroi postérieure par le mésocolon transverse qui présente un bord pariétal qui est la racine, oblique oblique en haut et de droite à gauche, et un bord viscéral où les deux feuillets se séparent pour entourer ou pour circonscrire le côlon transverse. Par ailleurs, le côlon transverse est relié à l'estomac. Le côlon transverse est relié à l'estomac par le ligament gastrocoulique qui représente la partie supérieure du grand omentum ou du grand épiplan. Pour le côlon gauche, on a les parties mobiles sont représentées par le tiers gauche du côlon transverse. Le tiers gauche du côlon transverse, il est entièrement péritonisé aussi. Et le côlon pelvien, ou le côlon sigmoïde, il est entièrement enveloppé par le péritoine viscéral qui forme un repli péritonial, le mésocolon pelvien ou mésosigmoïde. Donc il est péritonisé, donc il possède un méso qui le relie à la paroi postérieure. Ce méso présente deux racines autour desquelles se fait la mobilité de l'anse sigmoïdienne. Pour les parties libres, donc on a ce qui reste du côlon transverse, le tiers gauche du côlon transverse et le côlon sigmoïde ou le côlon pelvien. Pour les parties fixes, on a l'angle colique gauche, le côlon descendant et le côlon iliaque. Ils sont accolés avec leur méso contre le péritoine pariétal postérieur, formant le fascia de Told gauche. Donc pour le côlon gauche, ils sont accolés par le fascia de Told gauche et le péritoine pariétal postérieur passe devant eux. Ils sont recouverts par le péritoine pariétal postérieur. Ils sont considérés comme des organes secondairement rétropéritoniaux. L'angle colique gauche est particulièrement fixé par le ligament phrénico-colique, ligament qui l'unit au diaphragme, et par le ligament splénocolique. Le ligament splénocolique qui le relie avec la rate. Donc si je récapitule, pour le côlon en général, les parties libres sont les extrémités, c'est-à-dire le séco-appendice et le côlon pelvien, et le côlon transverse, mais pas entièrement, à gauche de D2, à gauche de la deuxième portion du duodénum. Pour les parties accolées, le reste, c'est-à-dire le côlon ascendant, l'angle colique droit, la partie droite du côlon transverse, à droite du D2, l'angle colique gauche, le côlon descendant et le côlon iliaque. Pour les rapports avec les organes, chaque segment a ses propres rapports.
des rapports propres à lui. Ils sont, vous les trouvez ci-joints avec des schémas explicites. Je passe à la vascularisation et l'innervation du côlon. Donc les artères, la vascularisation artérielle du côlon, comme on a vu au début, est assurée par deux artères, les artères mésentériques supérieures et l'artère mésentérique inférieure. L'artère mésentérique supérieure, elle vascularise le côlon droit, donc elle vascularise le cécum, le côlon ascendant, et les deux tiers droits du côlon transverse. Elle naît de l'aorte abdominale, au-dessous du tronc cœliaque. Elle donne l'artère colique droite supérieure, l'artère colique droite moyenne et l'artère colique droite inférieure, ou appelée encore artère ilio-bicéco-appendiculaire. Ilio, parce qu'elle va vers l'ilion, bicéco, elle donne deux branches pour le cécum, antérieure et postérieure, et appendiculaire, une branche pour l'appendice. Ces artères s'anastomosent entre elles et forment l'arcade paracolique, qui est parallèle au côlon droit. De cette arcade naissent des vaisseaux droits qui se bifurquent et vascularisent le côlon droit. Donc de cette arcade, l'arcade paracolique droite, naissent des vaisseaux droits qui se bifurquent en branches antérieures et postérieures et vascularisent le côlon droit. La vascularisation du côlon transverse est assurée par les vaisseaux droits qui proviennent de l'arcade de Riolan. L'arcade de Riolan, elle est formée par l'anastomose de la bifurcation de la colique droite supérieure et de la colique gauche supérieure. La colique droite supérieure, elle vient de la mésentérique supérieure, et la colique gauche supérieure vient de la mésentérique inférieure. Donc l'anastomose forme l'arcade de Riolan. L'arcade de Riolan, elle est parallèle au côlon transverse. De cette arcade naissent les vaisseaux droits qui vont irriguer le côlon transverse. L'artère mésentérique inférieure, elle vascularise le tiers gauche du côlon transverse, l'angle colique gauche, le côlon descendant et le côlon ilio-pelvien. Elle naît de la face antérieure de l'aorte à la hauteur de L3, la troisième vertèbre lombaire. Elle se distribue au côlon gauche en trois branches aussi, le même principe qu'à droite. La colique, l'artère colique gauche supérieure, l'artère colique gauche moyenne et l'artère colique gauche inférieure, appelée encore tronc des sigmoïdiennes. Les artères coliques gauches ont les mêmes ramifications des artères coliques droites. Les anastomoses paracoliques forment l'arcade paracolique gauche qui est parallèle au côlon gauche et l'arcade de Riolan qui est parallèle au côlon transverse. Donc l'arcade paracolique gauche, elle est parallèle au côlon gauche, mais bien sûr pas tout le côlon gauche. Le côlon descendant et iliopelvien, et l'arcade de Riolan qui résulte de l'anastomose de la colique droite supérieure et la colique gauche supérieure, elle est parallèle au côlon transverse. Les veines, le drainage veineux du côlon est tributaire du système porte, donc le drainage se fait au niveau de la veine porte. La disposition veineuse est analogue à la disposition artérielle, elle est parallèle à la disposition artérielle. Donc les veines coliques droites se jettent dans la veine mésentérique supérieure. Les veines coliques gauches se jettent dans la veine mésentérique inférieure. La veine mésentérique inférieure rejoint la veine splénique et forme le tronc splénomésaraïque. Celui-ci
rejoint la veine mésentérique supérieure et forme la veine porte, bien sûr derrière la tête du pancréas. Donc la vascularisation veineuse, le drainage veineux, se fait vers la veine porte. Le drainage veineux du côlon droit se fait dans la veine mésentérique supérieure. Le drainage veineux du côlon gauche se fait au niveau de la veine mésentérique inférieure. Voilà, la vascularisation veineuse et artérielle sont parallèles. Comme on avait des arcades artérielles paracoliques droite et gauche et arcades de Riolan, on a aussi des arcades veineuses paracoliques droite et gauche et arcades veineuses de Riolan. Les lymphatiques, les vaisseaux lymphatiques du côlon cheminent le long des vaisseaux mésentériques en passant par plusieurs lymphonoeux. On a les lymphonoeux épicoliques numéro 1, situés dans la paroi du côlon. On a des lymphonoeux paracoliques numéro 2, situés le long des arcades artérielles. On a des lymphonoeux intermédiaires qui sont parallèles ou situés le long des artères coliques, à droite comme à gauche. Les lymphonoeux principaux, numéro 4, placés près de l'origine des artères coliques, voilà, à droite comme à gauche. Les lymphonoeux centraux situés à l'origine des artères mésentériques supérieures et inférieures. Les nerfs, on a une double innervation sympathique et parasympathique qui proviennent du plexus intermésentérique situé entre les ganglions mésentériques supérieurs et inférieurs. Bien sûr, ce plexus est une branche efférente ou c'est une extension du plexus solaire qui est à l'origine de l'innervation du côlon. Donc on a ce plexus véhicule les nerfs sympathiques et parasympathiques. Voilà pour le cours. Je vous remercie.